Nous allons étudier le phénomène de corrosion du métal, du moins tous les principes généraux qui vont régir la corrosion d'un métal. Alors tout d'abord, il va falloir faire la différenciation entre le phénomène d'oxydation et le phénomène de corrosion. Lorsque l'on parle de l'oxydation d'un métal, le plus souvent, c'est au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire une réaction du métal avec le dioxygène. Lorsque l'on va parler de la corrosion d'un métal, ce sera la réaction d'oxydation, mais au sens rigoureux du terme. Par rigoureux, j'entends qu'il y aura donc une perte d'électrons pour le métal. L'oxydation est une perte d'électrons, la réduction est un gain d'électrons. Alors, pour la corrosion, il y en a deux types. Nous avons tout d'abord la corrosion de type superficielle. Superficielle, cela revient à dire que la corrosion ne va se passer qu'à la surface du métal. Donc si ici nous avons un métal et que là nous avons un agent oxydant qui va s'en approcher, donc l'agent oxydant peut être du dioxygène, mais ça peut aussi être un acide, comme par exemple de l'acide chlorhydrique, ça peut aussi être de l'acide nitrique, enfin n'importe quel acide. L'agent oxydant va se rapprocher du métal, et alors nous allons voir qu'à la surface du métal, il y aura une petite couche qui va se former ici, une couche très très fine qui sera alors la couche de corrosion. Et cette couche de corrosion, dans le cas de la corrosion superficielle, elle sera stable et elle sera aussi étanche. Étanche à l'eau et étanche à l'air, c'est-à-dire qu'aucun gaz ni aucun liquide ne pourra passer. Donc le phénomène de corrosion s'arrêtera assez rapidement et la couche corrodée formera une couche protectrice pour le métal qui est situé en dessous. Un exemple très commun est celui de l'aluminium. Donc si nous avons ici un bloc d'aluminium qui est en contact avec le dioxygène de l'air, il va réagir assez rapidement pour former à la surface ici une petite couche d'alumine, c'est-à-dire de Al2O3. Et en dessous, le bloc d'aluminium, il sera protégé. Donc la couche d'aluminium est vraiment protégée par la couche d'alumine qui est ici formée en surface. Ça se forme sur une épaisseur de quelques micromètres, puis ensuite, ça s'arrêtera. Donc, nous avions vu la corrosion superficielle. Il existe aussi un deuxième type de corrosion, qui est la corrosion en profondeur, cette fois-ci. Alors, par la corrosion en profondeur, cela veut dire qu'elle va s'enfoncer de plus en plus loin à l'intérieur du métal. Si nous avons par exemple ici un métal et là un agent oxydant qui arrive, donc encore une fois le dioxygène ou un acide, donc là nous allons voir que le bloc de métal va commencer à changer d'aspect petit à petit. Il y aura ici une couche qui va se former et cette couche-là sera la couche de corrosion. Mais cette couche de corrosion, ici dans le cas de la corrosion en profondeur, elle est poreuse, c'est-à-dire qu'elle possède des petits trous et surtout, elle est perméable. Perméable, ça veut dire qu'elle va laisser passer du gaz, elle peut laisser passer du liquide. Et vu que cette couche est perméable, ça va être une très mauvaise nouvelle pour le métal qui est en dessous, parce qu'il va être complètement détruit par la suite. Donc là, simplement des morceaux de métal complètement corrodés qui vont commencer à se détacher du métal tel qu'il était au départ. Et donc la corrosion du métal va conduire à la destruction du métal. Donc la corrosion superficielle va protéger le métal et la corrosion en profondeur, cette fois-ci, va détruire le métal. Un exemple assez commun est celui de la corrosion du fer, par exemple. Si nous avons ici un bloc de fer et qu'il est en contact avec le dioxygène de l'air et aussi avec l'humidité de l'air,
Ces deux molécules ici vont rentrer en contact avec le bloc de fer. Et nous allons voir que petit à petit, il va se former ici une couche de F et de O3. Et petit à petit, les morceaux de F et de O3 vont se détacher du métal et la pièce métallique sera alors complètement détruite. Ce qui peut arriver aussi dans le cas de la corrosion en profondeur, c'est par exemple cette fois-ci le cas de l'aluminium, mais pas avec du dioxygène, parce que la réaction de l'aluminium avec le dioxygène va former une couche protectrice à la surface. Non, si on a un bloc d'aluminium et qu'on le met en contact avec du chlorure d'hydrogène, par exemple sous forme de gaz, alors à la surface du bloc d'aluminium, il va commencer à se former une couche, ici. Et cette couche, en fait, sera formée avec du trichlorure d'aluminium. Et le trichlorure d'aluminium va se détacher du bloc d'aluminium. La corrosion va continuer en profondeur et finalement le bloc d'aluminium sera complètement détruit par le chlorure d'hydrogène. Alors le phénomène que nous venons de voir ici, donc l'attaque de l'aluminium par le chlorure d'hydrogène, on peut l'expliquer assez facilement en utilisant la règle du gamma. Donc si l'on cherche les différents couples redox, nous avons ici H+, qu'il y a H2, et en dessous, dans la table, il y a le couple Al3+, aluminium. Ce que l'on constate ici, c'est que l'on peut tracer un gamma entre l'espèce H+, qui est ici dans HCl, et l'espèce aluminium, qui est notre bloc de métal. Donc finalement, la réaction qui va se passer sera que H+, va se transformer en dihydrogène. Donc il nous faut ici 2 atomes et il faut aussi rajouter 2 électrons afin d'équilibrer les charges. L'aluminium, quant à lui, va être oxydé en Al3+, et il va perdre 3 électrons. Et donc maintenant, on peut faire la somme de ces deux demi-équations redox en multipliant la première par 3 et la deuxième par 2. Et donc nous allons obtenir à la fin 6H+, plus aluminium, qui va donner 3H2 plus Al3+. Mais il faut tenir compte du fait qu'on avait ici HCl. Donc il faut encore rajouter le contre-ion chlorure, ce qui va nous donner 6HCl plus 2 aluminium, qui va donner 3H2 plus 2AlCl3. Et finalement, nous voyons bien qu'il y a réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'aluminium pour former du trichlorure d'aluminium qui conduit donc à la destruction du bloc de fer, du bloc d'aluminium. Lapsus, parce que maintenant, oui, on va évoquer le cas du fer. Donc pour la corrosion du fer, si l'on regarde la position des couples redox qui sont en jeu, nous avons ici Fe3+, et Fe, et le dioxygène est en couple avec O2-. Donc si l'on trace un gamma entre O2 et Fe qui sont les espèces en présence, donc c'est-à-dire le dioxygène de l'air qui va réagir avec le bloc de fer, nous devrions logiquement obtenir ceci. Donc le dioxygène va gagner 4 électrons pour former 2 ions O2-. Le fer, quant à lui, va être oxydé en fer 3+, et va perdre 3 électrons. Et si on fait la somme de ces deux demi-équations, il faut d'abord multiplier ici par 3 et multiplier par 4. Nous allons obtenir à la fin 4 atomes de fer qui vont réagir avec 3 molécules de dioxygène pour former 4 Fe3+, plus 6 O2-. Alors cette partie-là, 4 Fe3+, et 6 O2-, on peut très bien la réécrire comme 2 Fe3+, plus 3 O2-, et ces deux-là
vont se lier pour former l'espèce Fe2O3. Et donc le bilan fait que 4 fer plus 3 dioxygène vont donner 2 Fe2O3. Alors ça c'est bien beau, il n'y a qu'un seul problème, c'est que cette réaction en fait ne marche pas. Elle ne marche pas du tout. En fait, s'il n'y a pas d'eau dans l'air, la réaction ne fonctionnera pas. Il faut absolument des molécules d'eau pour que ça fonctionne. Sans eau, pas de réaction. En fait, si, il y aura quand même une réaction, mais la réaction sera tellement lente que finalement, on ne va même pas remarquer qu'elle aura lieu. Il faudrait attendre plusieurs milliers d'années pour ça, et on n'a vraiment pas le temps. Donc, on va essayer d'étudier un peu plus en détail comment est-ce que ça marche. On va donc prendre ici notre surface du métal fer. Donc nous avons ici les atomes de fer partout qui sont à la surface du métal et aussi en dessous. Alors, la première chose qui va se passer, on peut rester dans la couleur brune. Première réaction, c'est que le fer va être oxydé en Fe2+, et il va perdre des électrons. Mais pour les besoins de la démonstration, on va mettre des coefficients 2 ici. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le fer va être dissous et que les ions Fe2+ vont commencer à migrer. Mais pour migrer, il faut bien qu'ils migrent quelque part. Et ils vont migrer en fait à l'intérieur d'une goutte d'eau. Donc cette grosse cloche bleue ici, c'est une goutte d'eau, donc H2O. Et la goutte d'eau est entourée par de l'air. Et dans l'air, il y a du dioxygène, et ce dioxygène va migrer à l'intérieur de la goutte d'eau. Donc on va revenir à nos petits ions fer. Ici, les atomes de fer vont se détacher de la surface et vont se transformer en ions Fe2+. Donc là, on en a un deuxième. Et ils vont aussi perdre des électrons. Et ces électrons vont être en fait gagnés par le dioxygène qui va réagir avec de l'eau. Il va prendre des électrons pour former ici des hydroxydes. Et donc on va compléter les coefficients stoichiométriques de 4 et 4. Alors comment est-ce que ça marche tout ça? Nous avons ici une molécule de dioxygène. On va la symboliser en rouge. Et là, nous allons mettre 2 molécules d'eau. Donc on va représenter les atomes d'hydrogène en blanc et les atomes d'oxygène en rouge. Donc nous avions perdu des électrons que je vais représenter en vert. Donc les électrons ont quitté le fer et vont rejoindre ici l'ensemble des molécules de dioxygène et des molécules d'eau. Et donc là, ce qui est entouré en vert, c'est en fait la réaction qui se passe ici. Réaction dont on va donner le numéro 2 pour pouvoir s'y retrouver un petit peu plus tard. Maintenant, les ions fer qui ont été formés ici vont continuer à migrer à l'intérieur de la goutte d'eau et ils vont se retrouver en contact avec les hydroxydes qui sont là. Ils vont réagir ensemble pour former cette fois-ci l'espèce FeOH2. Et cette espèce-là aura tendance alors à réagir avec le dioxygène de l'air. Donc il y aura encore de dioxygène qui va migrer à l'intérieur de la goutte d'eau. Et tout ça, ça va nous mener, après une succession de réactions, à un dépôt de Fe2O3 à la surface ici. Donc étudions un petit peu plus en détail comment ça se passe. Ici, le Fe2O3, ce n'est pas véritablement du Fe2O3. En fait, c'est du Fe2O3
O3 qui est lié ici à 2 molécules d'eau. C'est un petit peu comme si à la surface du métal, nous avions ici nos différents atomes de fer. Et on va représenter aussi les atomes de fer qui ont été, cette fois-ci, oxydés. Donc nous en avons un ici, un là. Ils sont liés cette fois-ci aux atomes d'oxygène. Donc 3 atomes d'oxygène pour 2 atomes de fer. Et il y a ici les molécules d'eau. Donc on va les colorier en rouge. Et pour les molécules d'eau, il ne faut pas oublier de représenter les hydrogènes. Nous avons ici 2 molécules d'eau, et ces molécules d'eau, c'est un petit peu comme si elles étaient attirées, un petit peu comme des petits aimants, par la molécule de Fe2O3. Et donc ce bloc ici, c'est en fait l'oxyde de fer, et c'est ce qu'on appelle plus communément de la rouille. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que pour former ici cet oxyde de fer à partir de l'hydroxyde de fer 2. Comment est-ce que ça marche? C'est une réaction qui est extrêmement compliquée en fait, c'est pour ça qu'on va la simplifier. L'hydroxyde de fer 2 va réagir avec le dioxygène dans une succession de plusieurs réactions pour former Fe2O3 lié à 2 molécules d'eau. Et alors ce qu'on remarque maintenant, c'est que, plutôt prendre la couleur jaune ici, nous avons ici 2 molécules d'eau. 2 molécules d'eau qui réagissent dans la réaction numéro 2, donc elles disparaissent. Et tout à la fin, qu'est-ce qu'on remarque? La dernière espèce en jeu, FeOH2, va réagir avec du dioxygène pour reproduire ici 2 molécules d'eau. Ce qui fait que ces 2 molécules d'eau, en fait, ne prennent pas directement part à la réaction, mais elles permettent, en fait, d'accélérer cette réaction. C'est-à-dire que l'eau que j'ai représentée en jaune ici, elle est consommée dans la réaction que nous avions appelée réaction 2. L'eau ici, elle est produite dans la dernière réaction que je vais nommer étoile. Et elle permet en fait d'accélérer la réaction globale. Donc la réaction globale, c'est la réaction de formation de la rouille. Celle-ci est accélérée par l'eau. Et donc tout ceci nous mène à un fait, c'est qu'à la fin, l'eau est tout simplement un catalyseur de la corrosion du fer. Donc, un catalyseur de corrosion. Alors qu'est-ce qu'on entend par catalyseur? Le catalyseur, c'est ce qui va permettre d'accélérer grandement une réaction chimique. Si la réaction est grandement accélérée, c'est-à-dire que si par exemple on laissait un bloc de fer en contact avec de l'air et donc du dioxygène pendant à peu près 10 000 ans, on commencerait à avoir une couche d'oxyde. Par contre, si on met un morceau de fer dans de l'eau qui contient de l'air, et là la corrosion sera vraiment accélérée. Elle va prendre place en quelques jours, voire même en quelques heures si c'est un tout petit morceau de fer. Alors, la corrosion, on va résumer. Il y en a 2 types. Premier type, c'est la corrosion superficielle. Corrosion superficielle qui souvent est très utile parce que ça permet de faire une couche qui est stable et étanche à la surface du métal et ce métal sera protégé. Mais la plupart du temps, il y a une corrosion en profondeur. Et la corrosion en profondeur, c'est un petit peu comme une maladie qui va contaminer l'ensemble du métal et qui va conduire à la destruction du métal. Donc nous avions vu ici comment se passe la corrosion de l'aluminium en contact avec le chlorure d'hydrogène. C'est assez facile à expliquer. Par contre, la corrosion du fer, on voit que c'est un schéma qui est rempli de flèches partout, avec des électrons et des molécules dans tous les sens. Ça, en fait, c'est un schéma qui est extrêmement simplifié de la vérité.
Parce que dans le monde réel, il y a plusieurs dizaines d'espèces différentes qui contiennent du fer, qui entrent en réaction les unes avec les autres pour pouvoir mener au phénomène de la corrosion du fer. Et donc maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment est-ce qu'on va se protéger du fer, donc comment se protéger de la corrosion du fer. Donc comment est-ce qu'on va faire la protection du fer. Et ça, ce sera le sujet